Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 19 septembre 2023. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la 78e session du Conseil des Nations Unies. On va commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a été reçu hier à Abu Dhabi par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis. Au cours de leur entretien, les deux leaders ont exprimé leur fierté des relations fraternelles et la coordination étroite entre les deux pays et leur intérêt commun de soutenir la stabilité de la région arabe, notamment à cette période où les défis se multiplient au niveau régional et international. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu lundi aux Émirats arabes unis pour une visite au cours de laquelle il a rencontré son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales étroites qui unissent les deux pays frères et la consultation et la coordination sur les régionales et internationales intérêts communs dans la phase actuelle. Les deux leaders ont exprimé leur fierté des relations fraternelles et la coordination étroite entre les deux pays, notamment à cette période où les défis s'accroissent au niveau international et régional. La réunion a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux, notamment en ce qui concerne la revitalisation de la coopération économique, les investissements conjoints et les échanges commerciaux, ainsi que le renforcement de la coopération dans nombreux domaines de développement afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères. Le président al-Sisi a fait l'éloge des réalisations des Émirats arabes unis dans le domaine de l'espace en entreprenant la plus longue mission spatiale réalisée par un astronaute arabe, leur souhaitant davantage de progrès et de prospérité. Les derniers développements de la situation régionale et les questions d'intérêt commun ont également été examinés. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre des efforts conjoints pour œuvrer à la résolution des crises existantes dans la région d'une manière qui tienne compte des intérêts des peuples arabes, renforce la solidarité arabe et assure la stabilité et la prospérité dans la région. La réunion a de même abordé des discussions sur la conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 que Dubaï accueillera à la fin de cette année dans le but de bénéficier de l'expérience réussie de l'Égypte en matière d'accueil de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh et en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le but de donner une impulsion à une action climatique commune au niveau international de manière à préserver les ressources environnementales et à servir les intérêts de l'humanité. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, expert en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, parlez-nous d'abord sur le plan stratégique. Quel est le cours des relations égypto-émiraties? La relation entre l'Égypte et les Émirats, maintenant, elle est beaucoup plus solide qu'avant. Surtout que nos deux pays maintenant sont membres du BRICS. Alors ça, c'est un changement géopolitique extraordinaire qui change non seulement les données au Moyen-Orient, mais sur l'échelon mondial. Nos deux pays, nous étions depuis des décennies en bons termes, en alliance toujours avec Washington, et on comprend maintenant que les choses ont changé, en Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, aux Émirats aussi, avec le Cheikh Mohammed Ben Zayed, il y a une recherche des intérêts nationaux. On cherche nos intérêts nationaux, comme tous les pays du monde entier. Donc la coopération entre nous les deux, c'est une coopération pour consolider les relations bilatérales et aussi consolider la situation au Moyen-Orient, qui est maintenant la zone la plus importante pour les sources d'énergie, pour le pétrole, pour le gaz, pour l'énergie renouvelable. On sait que les Émirats vont accueillir COP28 bientôt.
On a beaucoup à échanger, on a beaucoup à donner au monde. Et je crois que les relations entre les deux dirigeants est une relation extraordinaire. On sait tous que le président ici toujours est accueilli à bras ouverts à Abu Dhabi. Pareil pour le cheikh Mohammed bin Zayed. On a vu à Al-Amin, il se baladait tout seul, sans garde du corps, entre les citoyens égyptiens, qui étaient ravis de le voir. C'est une relation de fraternité, c'est une relation d'intérêt. Et on sait toujours que les Émiratis, depuis les crises du printemps arabe en 2011, ils étaient de côté des Égyptiens. Ils n'ont jamais abandonné l'Égypte. Et maintenant aussi, nous, on était toujours présents pour eux lorsqu'il y a une menace iranienne éminente contre les Émirats. On était toujours présents. On a proposé toujours notre aide. Et je crois que le monde entier, avec ce qui se passe, le changement des données, le changement des alliances, on voit récemment une alliance surprenante entre la Russie et la Corée du Nord. Tout change. La carte mondiale est en train de changer devant nos yeux. Alors maintenant, au Moyen-Orient, bien sûr, il y aura cette alliance égypto-émiratie. Il y aura aussi cette alliance économique sur l'échelon mondial concernant les BRICS. Les Émiratis, ils sont en train d'investir massivement en Égypte. Ils sont en train de renforcer la situation économique en Égypte. Parce que malheureusement, le bloc occidental, à un certain moment, a abandonné son alliance avec cette région après les crises du printemps arabe. Alors, je crois qu'on a changé d'alliance, on a changé d'intérêt. On est en train de trouver une situation équitable pour tout le monde. On n'a pas coupé les relations avec l'Occident. Je parle de l'Égypte et les Émirats. On n'a pas coupé la relation avec Washington, mais on a souligné avec une ligne rouge que nos intérêts nationaux sont à respecter, que nos coopérations bilatérales, que ce soit en coordination pour travailler avec la Chine, pour travailler avec la Russie, c'est notre affaire, c'est notre souveraineté, c'est une décision régalienne qui revient au chef d'État des deux pays. On le prend quand on le voit, c'est convenable. Et je crois que nos partenaires à l'Union européenne, ils sont conscients du poids de l'Égypte et le poids des Émirats. C'est pour cela personne n'a fait un commentaire lorsque nos deux pays ont décidé de joindre le BRICS. Parce qu'ils savent que ce sont deux poids lourds au Moyen-Orient. L'Égypte avec sa position géographique, avec le canal du Suez, avec son armée, avec sa capacité intellectuelle et culturelle, et aussi les Émirats avec son investissement, avec Dubaï, qui est une ville métropolitaine dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des calculs très clairs que les superpuissances sont en train de mettre sur la table, c'est qu'il faut respecter les décisions de ces pays, et il faut les accepter. Et c'est pour cela le président ici, lorsqu'il s'est déplacé pour les Émirats, c'était un signe très clair que les relations entre les deux pays est en train de se développer. C'est pas contre quelqu'un. On ne fait jamais des alliances. C'est pas la politique étrangère de l'Égypte. On ne fait jamais des alliances contre des pays. On veut jamais nuire aux intérêts d'autres pays, mais on cherche nos intérêts, notre puissance à les préserver, à préserver notre sécurité nationale. Ça sera toujours comme ça. Et je crois que le message est très clair pour Washington et pour Bruxelles, qui est en fait la capitale de l'Union européenne. Et quels sont à présent, Dr Cherif Amir, les domaines de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et les projets en cours? Bien sûr, la ville d'Al-Amin est une des villes sur le côte nord de l'Égypte. C'est une ville maintenant qui a changé totalement. C'est grâce à l'investissement des Émirats, aux planifications de l'Égypte aussi. C'est-à-dire que c'était construite, cette ville, par la contribution des deux pays, ensemble.
Et il y a aussi d'autres domaines d'investissement. On a vu, bien sûr, les achats de certaines actions dans les ports égyptiennes ou dans d'autres sociétés nationales. Certains disent que c'est un domaine de souveraineté, il ne faut pas le faire. Il faut rappeler qu'en France, par exemple, EDF, qui est la grande société d'électricité, et le Qatar a acheté des actions de presque 50%. Et ça fait des décennies comme ça. Donc ça a été fait déjà dans les pays occidentaux. Des grandes sociétés qui appartiennent à l'État, ils sont toujours ouverts pour que des actions soient rachetées. C'est ce qu'on a fait ici en Égypte avec les Émirats. Et on sait toujours que c'est bien de le faire avec des gens qu'on a travaillé avant avec. On a travaillé avec les Émiratis pour des décennies, depuis l'ère de Cheikh Zayed Al Nahyan jusqu'à aujourd'hui, et jamais on n'était trahi. Alors, si on est obligé de vendre certaines actions, c'est ça en réponse à votre question sur la coopération, on a le droit à le faire, mais c'est toujours calculé dans le cadre de notre souveraineté et notre intégrité. Donc la coopération, elle est très profonde entre les deux pays. On choisit à qui on va vendre certaines actions, avec qui on va collaborer, avec qui on va développer et ces relations. Je crois que les Émiratis, ils ont mis une ligne rouge pour l'Égypte, c'est-à-dire pour les autres pays, que l'Égypte est un pays à ne pas prendre à la légère du tout. Oui, on a passé par des crises durant 2011, mais l'Égypte a aussi une autre profondeur, c'est la profondeur géostratégique, profondeur économique, et ça, les Émiratis, ils ont bien compris. C'est pour cela, ils ne gaspillent pas leur argent, ils savent où est-ce qu'ils mettent leur argent, ils savent où est-ce qu'ils investissent, et ils ont fait le bon choix, c'était l'Égypte. Bon, et quel est l'état des relations en général entre pays du Golfe? Peut-on parler de stabilité? Entre eux, entre les pays du Golfe, ou avec l'Égypte? Oui. Vous voulez dire? Écoutez, on a vu l'époque où il y a eu les tensions avec le Qatar. Je crois que le Qatar a commencé maintenant à comprendre qu'il y a une sorte de compléter et non pas entre en concurrence entre les pays. C'est-à-dire, pour un certain moment, c'était le mouton noir, le Qatar, qui prenait toujours les décisions contre la pensée ou la politique arabe en général dans les pays du Golfe et aussi l'Égypte. Si tout le monde est en tension avec l'Iran, ils sont bien avec les Iraniens. Si tout le monde est en tension avec les Turcs, donc ils sont très bien avec la Turquie. Et ils ont compris que ça ne marche pas comme ça. Je crois que le Qatar, maintenant, commence à changer leur position et commence à comprendre que le poids de certaines forces occidentales est en train de diminuer. La crise qui a eu lieu en Syrie pour la question de gaz, qui a intéressé aussi le Qatar, est arrivée au point zéro. Maintenant, la Syrie est en train de récupérer de nouveau ses territoires, en train de gagner sa souveraineté de nouveau. La seule chose, c'est que les Qataris, ils sont libres d'avoir des relations avec la Turquie comme ils le veulent. Mais maintenant, je crois que en total, les pays du Golfe, ils sont en train de coopérer ensemble. Bien sûr, les deux pôles, c'est les Émirats et l'Arabie Saoudite. Je vois que maintenant, la situation avec avec l'Iran s'est calmée grâce à l'intervention de la Chine. Donc, ils sont en train de se concentrer actuellement sur leur politique économique. Ça va aboutir à quelque chose. On ne sait pas, on va voir. Mais ce que je peux affirmer, que les pays du Golfe, inclus l'Égypte, ils ont reçu très bien le message que le bloc occidental n'a plus la puissance qu'il avait avant et tout va maintenant changer vers l'Est. Et concernant l'Arabie Saoudite, on a l'impression que l'Arabie Saoudite commence à changer un petit peu de statut. Bien sûr, l'énergie du prince héritier Mohammed Ben Salman
c'est une énergie remarquable. Il a beaucoup d'ambition pour son pays. Il est quelqu'un qui prend des initiatives à l'intérieur de son pays qui sont très très fortes, qui marquent sa période, je ne veux pas dire règne, mais sa période de contrôle des affaires intérieures. Récemment, jusqu'à hier soir, il y a eu des arrêts. Ils ont arrêté des responsables très importants au sein du ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense de l'Arabie Saoudite pour raison de corruption. C'est-à-dire, il frappe fort, il sait quand est-ce qu'il faut frapper, quand est-ce qu'il faut construire. C'est quelqu'un qui guide la nation saoudienne vers une nouvelle époque. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que c'est une concurrence. Ça existe aussi au sein de l'Union européenne, entre la France et l'Allemagne. Nous aussi, nous avons des ambitions. Donc, il y a sur le niveau économique, on a chaque pays a besoin de se voir privilégié de l'autre. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Alors, l'Arabie Saoudite est en train de construire un nouveau État. On va voir comment ça va aboutir. Ce qui me rassure un petit peu, ou qui me donne le bon sentiment, c'est que la nouvelle génération de gouverneurs des pays du Golfe, ils ont compris c'est quoi la géopolitique, que Washington, c'est pas Dieu sur terre, si on peut l'appeler comme ça, non du tout, que les choses ont changé, qu'on peut dire non à l'administration Joe Biden, qu'on peut dire non à nos partenaires européens, que si on veut travailler avec tout ce que l'Arabie Saoudite a fait, à travailler avec la Chine, avec la monnaie du yuan, la monnaie nationale, on peut le faire. On peut ne pas répondre aux demandes occidentales de réduire, de accélérer la production du pétrole. Non, on peut arrêter la production du pétrole. Il y a une souveraineté de décision, une souveraineté de prise de position envers l'Occident. Il y a un grand nom, NON, pour Washington. Et je crois que beaucoup au sein de l'Union européenne et Washington, ils ont compris que les choses ont changé le jour où l'Arabie Saoudite et les Émirats et l'Égypte sont devenus membres de BRICS. C'est-à-dire, on est en une alliance, on peut avoir une monnaie unique, on peut avoir une alliance dans une banque nationale commune avec la Chine et la Russie. Bouleverser tout. Docteur Cherif Amir, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Et on poursuit avec nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné depuis quelques jours l'activité des investissements dans la zone économique du canal de Suez. Ceci a eu lieu dans sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et de hauts responsables de l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que le chef de l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, Ahmed El-Chazli, et le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ahmed El-Azazi. La réunion a porté sur l'activité d'investissement dans la zone économique du canal de Suez. Dans ce contexte, le président al-Sisi a été informé de la situation exécutive, des projets d'investissement et des efforts visant à les renforcer à travers les différentes zones industrielles qui sont créées et exploitées dans la région en coopération avec les grandes entreprises internationales. Il a également été informé de différents secteurs industriels ciblés, notamment les secteurs pharmaceutiques, de l'industrie automobile et des industries électriques et mécaniques, ainsi que les efforts visant à localiser les projets d'énergie nouvelle et renouvelable et les carburants verts, surtout à la lumière du succès du processus de l'approvisionnement d'un porte-conteneurs en méthanol vert dans le port est de Port Saïd pour la première fois en Égypte, en Afrique et au Moyen-Orient. Ceci dans le cadre de l'approfondissement de l'utilisation des ports égyptiens et de leur transformation en centre régional d'approvisionnement des navires en carburant traditionnel ouvert et de la localisation de l'industrie des carburants verts et des industries de l'alimentation et ses complémentarités. Le chef de l'État a donné ses directives de poursuivre le travail pour attirer les investissements étrangers dans la zone économique du canal de Suez, surtout ceux visant à acquérir des technologies modernes, à posséder la capacité industrielle et à offrir des opportunités d'emploi de manière à maximiser la valeur ajoutée des ports maritimes égyptiens dans le cadre du plan de l'État visant à renforcer la position de l'Égypte en tant que centre industriel, commercial et logistique régional pour soutenir les efforts visant à parvenir au développement global à l'échelle de la République. Et passons à notre dernier reportage. Les dirigeants mondiaux réunis à l'occasion du forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé sous les auspices de l'Assemblée générale, ont adopté hier une déclaration politique destinée à accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Voyons ensemble. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd ont participé lundi au sommet sur les objectifs de développement durable aux Nations Unies à New York. L'Égypte a souligné l'importance de l'engagement de la communauté internationale à l'accélération du rythme de réalisation des objectifs de développement durable face aux crises internationales successives qui ont perturbé le processus de développement international et ses acquis ces dernières années, selon le chef de la diplomatie égyptienne dans son allocution. Les crises en question ont également mené à la baisse des taux de croissance mondiale, à la hausse des taux d'inflation et à la fluctuation des flux d'investissement, au recul de la sécurité alimentaire et énergétique et à la détérioration des dettes des pays en développement. Le ministre des Affaires étrangères a jugé impératif de prendre des démarches immédiates pour renforcer les capacités des banques multilatérales de développement et à offrir le financement nécessaire au développement en fonction des priorités nationales des pays en développement, de mettre en exécution les obligations des pays développés, y compris leur soutien à une transition équitable, à la croissance verte et d'activer les ententes conclues lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh au sujet du fonds des pertes et dégâts.
Le communiqué de l'Égypte devant le sommet des ODD a passé en revue les priorités de l'Égypte pour mettre en œuvre son agenda pour le développement Vision Égypte 2030, y compris l'initiative Vie décente, notant que l'Égypte se concentrait sur le développement des ressources humaines. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les hauts représentants des États membres ont constaté avec une vive inquiétude que la mise en œuvre des objectifs de développement durable est en péril et les progrès réalisés pour la plupart des objectifs sont soit beaucoup trop lents, soit en régression par rapport à la situation de départ en 2015.